Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Je suis très sensible à tout ce qui touche l'enfant. J'ai toujours pensé que plus on explique, malheureusement, et mieux c'est suffisamment bien formé déjà traiter la douleur de l'enfant. Dissociation et cerveau. La neuroimagerie révèle les traumas de la petite enfance. Les revues scientifiques spécialisées françaises ont-elles relayé ces informations cruciales en matière de victimologie ? Où en est la recherche francophone concernant le lien entre psychotraumatologie, état dissociatif et neurologie ? Medicalpress.com publiait le 25 septembre 2020 un article intitulé « Une nouvelle étude de neuroimagerie sur les symptômes dissociatifs révèle les blessures traumatiques de l'enfance ». Une équipe dirigée par des chercheurs de l'hôpital McLean de la Harvard Medical School a découvert que les analyses d'imagerie cérébrale peuvent révéler des changements dans les connexions entre différentes parties du cerveau liées aux symptômes dissociatifs d'un individu. Les résultats, qui ont été publiés dans The American Journal of Psychiatry, pourront être utiles pour développer les traitements thérapeutiques. Dans cette étude, les chercheurs ont adapté une nouvelle technique au test habituel d'imagerie par résonance magnétique, sur un échantillon de 65 femmes ayant des antécédents de maltraitance infantile et de stress post-traumatique. Les résultats ont montré que les mesures relatives à certaines connexions entre différentes parties du cerveau étaient en corrélation avec les symptômes dissociatifs chez ces femmes. La neuroscientifique Lorraine Lebois, directrice de la neuroimagerie dans le programme de recherche sur les troubles dissociatifs et les traumatismes à l'hôpital McLean, a déclaré « Nous approchons de plus en plus de l'identification d'une empreinte de dissociation dans le cerveau, pouvant être utilisée comme un outil de diagnostic objectif. À l'avenir, une fois que les mesures basées sur le cerveau auront atteint des niveaux élevés de sensibilité, nous pourrons utiliser ces évaluations chez les personnes étant incapables de parler efficacement de leurs symptômes, ou dans des situations telles que les procédures judiciaires réclamant des preuves objectives corroborantes. » Lorraine Lebois ajoute que l'existence des symptômes de troubles dissociatifs est souvent mise en doute et que les gens sont rarement interrogés à ce sujet-là. Elle a déclaré « Ce doute, dans la communauté médicale mais aussi non médicale, alimente un cercle vicieux. Les nouvelles générations de cliniciens ne sont pas éduqués sur ces questions-là. Ces symptômes sont mal compris, stigmatisés et sous-diagnostiqués. De plus, le financement n'est pas une priorité dans ce domaine médical. Par conséquent, les personnes qui souffrent de ces troubles dissociatifs causés par un traumatisme infantile n'ont pas accès aux services de santé mentale. C'est un problème éthique mondial. Des enfants sont maltraités, négligés, puis, s'ajoutant à cette injustice, ils ne peuvent pas recevoir de traitement qui les aiderait en tant qu'adultes. Cette étude pourrait aider à résoudre ce problème en montrant que les symptômes dissociatifs peuvent être mesurés objectivement dans le cerveau, rendant ainsi visibles certaines blessures invisibles des traumatismes de l'enfance. Lebois déclare « Nous espérons que ces preuves biologiques seront particulièrement convaincantes concernant la légitimité de ces symptômes traumatiques. Une prise de conscience et une acceptation accrue des symptômes de troubles dissociatifs pourra en effet motiver les victimes à demander de l'aide, les médecins à fournir des soins adéquats et les assurances et mutuelles à couvrir les traitements. Une meilleure compréhension de la biologie des troubles dissociatifs peut également apporter de nouvelles stratégies thérapeutiques. » Je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Extrait du livre MK. Il serait intéressant de passer au scanner cérébral certaines de nos « élites » pour voir l'état de leur complexe amygdalien et de leur hippocampe, des structures du cerveau qui peuvent actuellement prouver, grâce à nos outils scientifiques, qu'il y a eu de profonds traumatismes chez la personne. En tout cas, là, on le voit, très clairement. Le volume est diminué par rapport à ce qu'on attend. Il y a un marqueur de la souffrance, très significatif. Donc là, chez un sujet du même âge, on voit que la hauteur de l'hippocampe, ici, est normale, c'est-à-dire que la structure grise qui est l'hippocampe occupe toute la place. Alors que sur l'IRM de Flavie, on voit que cette même structure qui est ici n'occupe pas toute la place, toute la hauteur. Et à la place, on voit ce liseré noir qui est un liseré de liquide céphalorachidien, qui est venu remplir cet espace vacant, finalement, puisque l'hippocampe lui-même ne remplit plus le volume. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la preuve d'une souffrance chronique matérialisée sur ces hippocampes. Les dernières recherches en neurosciences montrent que les violences sexuelles affectent profondément le développement cérébral d'un enfant, car son cerveau est immature. Mais jamais les deux neurologues n'en avaient constaté la preuve directe sur une patiente. Même si vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc un peu détruit chez moi, en fait ça me reconstruit. Et je comprends, parce que finalement ça fait d'un handicap invisible quelque chose de matériel, de visible, de quantifiable. Des études ont en effet révélé que ces structures du cerveau avaient un volume significativement plus petit chez les personnes qui ont subi de graves traumatismes, notamment chez ceux qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité.
Cette connaissance neurologique concernant la variation des volumes de l'hippocampe et de l'amygdale en relation avec de graves traumatismes pourrait par exemple servir à valider des témoignages de victimes disant avoir subi les pires atrocités mais étant incapables d'apporter un récit cohérent. Selon elle, des souvenirs confus renforcent paradoxalement la crédibilité des accusations. Il a des flashs, mais il n'arrive pas à les mettre dans une temporalité. Ça, c'est le propre des enfants, c'est pour nous un symptôme justement qu'il a été traumatisé. Comme nous l'avons vu, le système judiciaire discrédite systématiquement tout témoignage dérangeant relatif à des abus rituels, en mettant en avant l'état mental entre guillemets perturbé du témoin, donc non fiable et par conséquent ne pesant aucun poids dans la balance de notre entre guillemets justice. Simplement, les avocats de la défense retournent quelque chose qui cliniquement a du sens, en disant oui, mais c'est pas construit de façon temporelle comme quelqu'un qui n'aurait pas été victime. Il faut toujours, par rapport à des enfants qui ont été victimes de faits d'agression sexuelle, de maltraitance, bien comprendre l'impact de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Parce que pour le grand public, oui, mais s'il a été violé, il doit être capable de dire à quel moment, qui, quoi, qu'est-ce. Il faut se remettre en position de comprendre, encore une fois, que des enfants qui sont agressés dans ces contextes-là ne peuvent pas faire un récit, une mise en lien, une élaboration comme quelqu'un qui n'aurait pas été violé. Elle avait un problème pour retenir les dates et pour mettre tout sur une ligne de temps. Mais elle donnait assez d'éléments pour faire une bonne enquête. C'était en fait un puzzle qu'on jetait sur une table, mais qui tenait la route et qui était cohérent. Pourtant, une IRM cérébrale pourrait prouver et certifier qu'il y a bien eu un grave impact traumatique chez cette personne, d'où le fait qu'elle est dans un état l'empêchant d'expliquer clairement et chronologiquement son vécu. Suite à un tel examen médical validant le fait qu'il y a bien eu de profonds traumatismes entraînant de sévères troubles dissociatifs, il faudrait par conséquence étudier de plus près les déclarations de la personne afin de mener une enquête sérieuse. Au lieu de cela, la justice s'en remet à de pseudo-experts des faux souvenirs non formés en psychotraumatologie. Le dossier est ainsi très vite refermé. C'est une question compliquée, mais le constat est que le réseau s'applique à faire de la rétention d'informations concernant les avancées scientifiques en matière de psychotraumatologie et de toutes ces études neurologiques récentes liées à l'impact que peuvent avoir les traumatismes sur le cerveau humain. Ceci afin que ces informations ne puissent pas être mises en avant d'une manière officielle dans les cours d'assises pour défendre efficacement les victimes. En effet, si les universités de médecine ne forment pas, ou très peu, les étudiants sur toutes les découvertes récentes en matière de psychotraumatologie et des processus dissociatifs, il devient très difficile pour un avocat de faire venir à la barre une personne pouvant expliquer clairement et scientifiquement ces choses-là. Quant à demander à la justice d'ordonner des scanners cérébraux pour prouver qu'il y a bien eu de sérieux traumatismes, c'est toutes les institutions verrouillées qui font ici obstacle. Jusqu'à quand ? Avant que ça puisse avoir une force légale, il faut qu'il y ait vraiment un consensus sur l'utilisation de ces images. On est capable de mesurer des phénomènes. Donc c'est vraiment le début de ceci, et ça va prendre des années parce que il faut que tout le monde soit d'accord sur comment on travaille et que les machines soient stables. Mais si on réunit toutes ces conditions... À terme, une IRM fonctionnelle pourra peut-être un jour être utilisée par la justice.